l'affaire Big Malion, quand c'est sorti, donc on va revenir un peu en arrière. Quand c'est sorti, on s'est rendu compte que il y avait des prestations fictives, donc des réunions fictives, des goûters fictifs, des réunions entre un élu et son public fictif où personne ne venait, qui étaient organisées par l'UMP, donc le futur LR, l'ex-UMP futur LR, euh, pour payer de l'argent à une société d'événementiel qui s'appelle Big Malion. Et alors Big Malion, c'était la grosse société, la société principale qui organisait les trucs pour l'UMP. C'est-à-dire qui leur louait des salles, qui leur trouvait un écran géant quand tu as besoin de faire, qui leur trouvait des drapeaux français. Mais et donc, c'était une société à l'origine apportée par Jean-François Copé quand il avait été nommé co-président de l'UMP, président de l'UMP lors de la célèbre bataille dont on se souvient encore avec François Fillon. Mhm. Donc, quand le truc est sorti, quand on a vu qu'il y avait de l'argent pour des prestations fictives qui est sorti, tout le monde s'est dit, bah, c'est Jean-François Copé, président de l'UMP, qui est en train de détourner de l'argent allègrement des coffres de l'UMP pour se nourrir lui et ses amis. Oh, C'était un peu le truc normal, quoi. C'est à l'UMP, ça se fait. ouais, Oui, ouais, David? tout à fait. Je complète quand même en disant que, bon, malgré tout, on a un peu immédiatement soupçonné Sarkozy. Enfin, Oui, les- mais ça a été les premières réactions. En quelques, mais très très rapidement, le truc c'est que l'enquête n'a pas été très compliquée. Très très rapidement, en fait, on s'est rendu compte que cet argent, c'était l'argent de la campagne présidentielle de Sarkozy qui avait explosé ses budgets et que comme on peut pas dire qu'on a laissé le budget exploser au point d'être le double de ce qui est autorisé, ils avaient fait un faux budget officiel qui allait bien et ils payaient les prestataires sur de l'argent volé à l'UMP, mais de l'argent massivement détourné. Et les juges ont remonté la piste très facilement. Il faut dire que c'était très mal caché, il y avait beaucoup trop de gens impliqués. Il y a des gens qui ont nié du côté Big Malion, il y a des gens qui ont nié du côté UMP, mais il y avait trop de fusibles. Il y en a ouais. plein qui se sont retrouvés à parler Entre autres, et Jérôme la Lavrieux. vérité a fini par sortir. Entre autres, les Jérôme Lavrieux qui a tout pris sur la gueule, qui était le fusible là. Mais donc, le Copé a été très très rapidement innocenté, sorti. Ce qui peut surprendre, parce que moi, quand je le vois, je me dis qu'il peut être coupable d'absolument tout. Mais ça, c'est purement une antipathie personnelle. Mais là-dessus, il y était visiblement, et les juges, le juge Tourner et le juge Van Ruymbeck le confirment, il n'est pas inculpé de quoi que ce soit dans cette affaire. Tout ce qui retombe, c'est sur Sarkozy, des proches à lui et des gens chez Big Malion pour ce détournement. Mais donc, la, Sachant qu'il y la a aussi défense. très clairement deux clans qui se haïssent là-dedans. Enfin, je veux dire, Oui. historiquement, même si tu remontes assez loin, Copé, à une époque, c'était un Mm. villepiniste, Voilà. rallié à Nicolas Sarkozy, qui avait une ambition présidentielle démesurée, Mm. comme tu le disais tout à l'heure, etc. Donc c'était... Enfin bon... Il y avait C'était des haines une larvées époque à peu d'énorme près. rivalité. Ouais. Voilà. Mais donc, nous nous retrouvons donc maintenant avec sur un article qui a déjà quelques mois, qui en fait résume extrêmement bien la stratégie de défense que va être Nicolas Sarkozy. Du coup, on va lire un peu le tout début. Et celle de Copé, hein, je crois, il me semble qu'il parle pas mal de Copé aussi, cet article-là, non? je... Bah, la défense de Copé, on va en parler, mais en fait, c'est que la défense de Sarkozy va être, on va le voir, de dire Copé a été écarté des soupçons de manière extrêmement légère. Tout l'argent, moi je l'ai jamais vu, il est sûrement parti là-bas quelque part. Nous verrons avec quel argument. Et bah, Ouais, en fait, donc l'article voilà. donne pas mal, je dirais, la réponse de Copé à la défense de Sarkozy aussi. Voilà. Mais donc, bah, il donne Mais aussi vas-y, la vas-y. défense de Sarkozy.
Et donc voilà, donc l'article a été écrit par Davet et Lhomme, les deux journalistes politiques les plus célèbres du monde, qui s'occupent de toutes les affaires politico-financières, qui sont qui sont allés rencontrer un peu d'excellents journalistes. J'ai rien à leur reprocher. J'aime beaucoup ce qu'ils écrivent. Et donc, qui étaient allés rencontrer, qui ont tendance à être un peu grillés du coup, parce qu'ils sont très forts en affaires politico-financières, qui ont tendance à être un peu grillés chez les LR, les UMP, qui ont tendance à pas leur parler, sauf quand on tente de préparer une défense ou des trucs du genre. Mais donc, c'est Davet et Lhomme qui sont allés le rencontrer peu de temps avant les résultats de l'affaire des écoutes, et après une heure de discussion plutôt musclée, tu vois, Nicolas Sarkozy se penche légèrement vers l'avant, après avoir insulté donc les magistrats, les médias, la classe politique et forcément François Hollande, l'ennemi de toujours. Puis il darde son regard dans le nôtre et lâche avec une sorte de gourmandise: Monte Cristo, c'est un velléitaire à côté de moi. Alors, donc, il se présente, vous voyez, comme le comte de Monte Cristo accusé d'un crime qu'il n'a pas commis, qui creuse un tunnel jusqu'à la liberté, se jette dans l'océan, nage jusqu'au bord et revient 20 ans plus tard pour se venger de toutes les personnes qui lui ont fait du mal. Donc, ça ressemble bien à Nicolas Sarkozy. Ouais, oui, David. C'est assez marrant tous ces personnages. Je pense à Tapi aussi qui prennent Monte Cristo comme modèle, alors que Monte Cristo quand même c'est justice expéditive faite. Ah non, pas expéditive. Ah non, pas expéditive, parce qu'il met 20 ans à se venger. Oui, enfin, expéditive il tue personne. Oui, dans le sens où c'est... excuse-moi, tu as raison, c'est pas justice expéditive, mais il fait sa justice. C'est plutôt justice immanente. Voilà, justice immanente, etc. Des trucs qui, normalement, ne sont pas censés être vus comme positifs, particulièrement par... Mais Sarkozy est un... par des gens qui font. Mais ceci dit, ça dit beaucoup de choses. Sarkozy est assez sincère. Oui, je pense qu'il est sincère. Je pense que Tapi aussi est sincère sur la partie je vais me venger, en tout cas. Pas forcément sur la partie j'ai rien fait. Alors donc ça explique le contexte. Il va devoir répondre des faits de financement illégal de campagne électorale. C'est ce que tu disais tout à l'heure, celle de 2012, où il est accusé d'avoir dépensé le double de ce que fixe le plafond, c'est-à-dire 42 millions d'euros, au lieu de 22,5 millions d'euros. Sarkozy, 66 ans, est désormais en guerre. C'est ce qu'on voyait au début. Donc plus de place pour la nuance. Sa stratégie s'ébauche. Elle va prendre les contours brumeux d'un écran de fumée où l'on distingue les traits d'un grand brûlé de la politique, Jean-François Copé. Donc deux hommes, Copé et Sarkozy, comme on disait, deux destins chahutés, étroitement liés, qui se détestent depuis très longtemps, mais à distance, aux aguets, prêts à riposter lors du procès Big Malion. Copé n'y assistera pas, puisque la justice l'a blanchi. Aujourd'hui, alors qu'il a fini de s'extirper de ce bourbier, il n'est plus que maire de Meaux et avocat d'affaires. Il s'occupe du bris maintenant, Jean-François Copé. Donc, vas-y, si tu veux, David. À 56 ans, Jean-François Copé ne cesse de remodeler, tel un démiurge, le paysage urbain de sa ville. À ses heures perdues, il tente aussi d'empêcher le sénateur Les Républicains LR de Vendée, Bruno Retailleau, un ex-filloniste, donc un de ses ennemis jurés, vu qu'après avoir un petit peu mené sa guéguerre contre les sarkozystes, surtout la guerre homérique de prise de contrôle de l'UMP, où les deux se sont carbonisés, se jouaient. N'est pas un ennemi juré de Jean-François Copé. Hein. Ouais, il a quelques... Christian Jacob, peut-être. Oui, Christian Jacob, c'est son ex numéro 2. C'était son lieutenant, Christian Jacob, d'ailleurs. Quelque part, finalement, c'est les copéistes qui ont récupéré l'UMP. Pour une UMP qui va faire à peu près le même score, qui va peut-être faire le même score à la présidentielle que le score que Copé avait lui-même fait à la primaire de l'UMP. Je ne sais pas. Mais bon, donc... On ne sait plus trop qui reste à lui. Voilà. Donc, ils expliquent qu'il est toujours en train d'essayer de se venger des fillonistes. À plein temps, cependant, néanmoins, il ouvre ses oreilles, active ses réseaux, tant lui reviennent des bruits qui l'agacent à l'approche de l'échéance judiciaire programmée le 17 mars, sauf contre ordre sanitaire.
totalement innocenté, mais trop tard, il a dû faire une croix de ses ambitions nationales et il devait continuer d'endurer les accusations du camp d'en face, la tribu sarkozyste. C'est que de Claude Guéant à Brice Hortefeux, en passant par Éric Ciotti, ils sont nombreux à penser que la justice a fait fausse route en poursuivant leur chef de file tout en épargnant Copé. Je te laisse... Alors, si je peux me permettre, il ne le pense pas, il l'affirme. Nous parlons des snipers de l'UMP qui n'ont absolument aucune conviction et qui peuvent venir affirmer absolument n'importe quoi et son contraire à une matinale télévisée. Même généralement, ils le font d'un jour à l'autre. Mais donc, Sarkozy lui-même rabâche, ça c'est très intéressant parce que si David et l'homme le disent, c'est qu'ils ont des témoignages directs qu'ils comptent. Sarkozy lui-même rabâche devant ses nombreux visiteurs les pseudo-informations qu'il aimerait voir relayées. La thèse est assez simple, l'entourage de Copé détiendrait des comptes en Israël, alimentés par l'argent détourné via la société Big Malion, avec à la manœuvre l'ancien directeur de cabinet de Copé à l'UMP, Jérôme Lavrieux. Et là on tombe vraiment dans le problème extrêmement problématique de cette stratégie de défense, c'est qu'il n'y a pas un début de preuve, mais par le fait que Jean-François Copé est juif, forcément ses potes ont des comptes en Israël, donc ce serait quand même pas étonnant que l'argent ait disparu là-bas. On est dans la stratégie de défense antisémite. Oui, non mais c'est faudrait pas être étonné que Sarkozy puisse faire une saloperie, hein, mais je veux dire, il nous a prouvé qu'il en était toujours capable. Mais Guillaume Vendée dans le chat nous disait il est blanchi pourtant Copé et pourtant dans l'inconscient collectif il doit être perçu comme le principal acteur du financement illégal de cette campagne après Sarkozy. Et je pense que c'est assez vrai dans la mesure où finalement, les suites de tout ça n'ont pas été très très médiatiques. Du coup, oui, en effet, ce qui est resté, c'est essentiellement ce... Pourtant, il y a eu des... Ouais. Il y a eu des compléments d'enquête, il y a eu des émissions vidéo, mais c'est vrai que ça n'a pas trop imprimé. D'après les sarkozystes, le circuit financier est aisé à tracer. Les millions évaporés de la campagne sont là, et pas ailleurs. Inutile de chercher plus loin. Peu importe les enquêtes approfondies, les meetings munificents, les preuves sur clé USB, les confessions de presque tous, les aveux d'un Lavrieux en larmes sur les antennes de BFM TV en mai 2014. Oh, c'était du cinéma pour protéger son mentor Copé. Comment les juges ont-ils pu se laisser aberner à tel point, questionnent les sarkozystes. La vérité éclatera au procès, jure-t-il, en se promettant d'entretenir le brasier. David. Ouais, je me permets de faire... Guillaume nous dit dans le chat, je ne savais pas pour cette stratégie de défense, c'est dégueu. Je précise quand même que je ne pense pas que ce soit une stratégie que Sarkozy tienne en public. C'est plutôt Sarkozy et ses proches qui vont dire non mais en privé... Alors attends... non mais il y a une différence de en public devant un journaliste, ils ne le disent pas. Par contre, en public devant des potes ou des choses du genre, c'est des bruits de couloir. Ouais, c'est des bruits de couloir qu'ils cherchent à faire. Qu'ils disent ouvertement. Mais ça explique pourquoi est-ce que tu n'en as pas entendu parler, Guillaume, je pense. C'est que le but n'est pas que ça perce dans les médias comme étant quelque chose qui vient de Sarkozy. Le but est plutôt que de susciter la suspicion, quoi. On a vu passer un article qui nous avait un peu surpris il y a 3 semaines, il me semble, il me semble que c'était dans le JDD, un organe sarkozyste bien connu, où en fait, ils avaient trouvé un document avec les fausses, mentionnant les fausses factures sur lequel il y a la signature de Jean-François Copé. Et le journaliste demandait en posant la question comment est-ce que les juges d'instruction ont pu innocenter Copé avec un document pareil. Alors moi j'ai pas vu toute l'enquête. Si les juges d'instruction ont dit quelque chose, j'imagine que qu'il y avait suffisamment d'éléments pour dire que ce document n'était pas crédible. Mais donc, je me demandais comment un truc comme ça sortait. Et donc, c'est en lisant ça que j'ai compris que ça fait partie de la riposte sarkozyste de tenter de remettre de la boue dans l'eau pour qu'on voit plus aussi clair.
et la fameuse stratégie de Pasqua si jamais une affaire vous cible, créez une affaire dans l'affaire, et si jamais c'est pas suffisamment visible, créez une affaire dans l'affaire, jusqu'à ce que plus personne n'arrive à rien y comprendre. Je fais très mal Pasqua. Mais, c'était très bien. Mais donc David le fait mieux que moi. Il l'a fait dans une revue de presse, j'avoue. Ouais, non mais ça c'est le pouvoir des cheveux gras, que veux-tu. Bref, prenez le questeur LR de l'Assemblée nationale, Éric Ciotti, indécrottable fidèle de Nicolas Sarkozy. Il n'est pas loin d'être fidèle de Marine Le Pen bientôt, mais bon, il ne fait pas mystère de ses convictions en la matière. Je pense que Jérôme Lavrieux a menti en mettant en cause Nicolas Sarkozy. Je ne le crois à aucun moment. Impossible, à l'en croire, que Jean-François Copé, alors président de l'UMP, devenu LR en 2015, ait ignoré les détournements de fonds opérés en 2012. J'ai le sentiment qu'on a voulu privilégier une option à une autre, assure-t-il. Le fait que Copé n'ait pas été renvoyé devant le tribunal, cela a surpris beaucoup d'observateurs, cingle-t-il. Jean-François Copé était l'un des acteurs de ce dossier, puisque c'était le président de l'UMP, ceux qui à la fois ont effectué les prestations et les ont commandées, étaient ses collaborateurs historiques. C'est factuel. Et quand Copé nie avoir eu connaissance du trucage, vas-y, sur le CEPAI. J'allais juste dire, ça ne l'est pas. Vas-y. Et quand Copé nie avoir eu connaissance du trucage des comptes de campagne, il répond « J'écoute ce qu'il dit sur Ciotti, ce n'est pas à moi de le croire ou de ne pas le croire, ce sera au tribunal d'apprécier. » Le tribunal a déjà apprécié. Le tribunal a déjà apprécié qu'il n'y avait pas moyen de caractériser une infraction concernant Copé. Alors, et que globalement, il y avait moyen de caractériser pas mal d'infractions concernant les autres. On va y revenir après. Mais il me semble que l'article continue en expliquant un petit peu plus en détail ce qui innocente Copé. Après, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait une espèce de cordon sanitaire autour de Copé. Ce qui est évident aussi, c'est qu'il n'y a pas eu d'enrichissement personnel au niveau de Copé. Ce qui est évident aussi, c'est que la personne qui profitait du crime, c'était Nicolas Sarkozy et pas Jean-François Copé. Par contre, moi, je parierais pas du tout que Jean-François Copé n'était pas au courant de ce qui était en train de se passer. Voilà. On va le voir à la fin de l'article, mais c'est ce que disent les juges. Vas-y, je te laisse reprendre. Et du coup, la réponse de Copé un peu, donc à droite, les guerres ne cessent jamais, les calomnies non plus. Je les attends, dit Copé. Je ne suis pas sourd, je vois bien ce qu'ils racontent. C'est tellement plus confortable pour certains d'entre eux d'aller dire par derrière « Quand même, Copé, c'était les collaborateurs de Copé, puis c'est des dépenses tellement importantes. Hein. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas un trésor de guerre ?» J'ai entendu toutes les subtilités, hein. J'aurai des comptes en Israël, tout cela est fin et délicat. Pourquoi ces accusations scandées dans le tout Paris par quelques lieutenants sarkozystes ont-elles la vie dure ? Parce qu'ils regardent l'avenir et qu'ils se disent « Des fois que Nicolas Sarkozy reviendrait, président de la République, je pourrais être ministre. » C'est touchant d'ailleurs, c'est médiocre, mais c'est touchant. Vous savez, quand les gens sont petits, ils restent petits. C'est une assez bonne analyse, c'est de se demander un peu, parce que pourquoi est-ce que Sarkozy garde autant de fidèles prêts à aller raconter des saloperies antisémites pour lui, quoi. Faut quand même... On sent un petit peu le sel de Copé, mais son ironie qui est... Enfin, moi, je le trouve pas si antipathique. Enfin, je veux dire, politiquement parlant, il est antipathique. Enfin, il représente tout un tas d'idées que j'aime pas. Mais humainement parlant, moi, je le trouve plutôt marrant. Il croit pas, hein, mais... je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Il m'insupporte beaucoup moins quand je l'entends parler que Sarkozy, Bertrand et co. Mais... Et je l'imagine assez bien il a tout perdu, dire son c'est médiocre, mais c'est touchant. L'idée est de blesser. Alors, cette affaire dite... Et donc, réponse de Copé aux accusations de Sarkozy. Vas-y, David. Ouais, cette affaire dite Big Malion est en fait l'affaire des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy, puisque Big Malion n'est qu'un des prestataires. Il y en a bien d'autres, contrairement aux autres affaires politico-judiciaires. C'est d'abord une affaire politique, avant d'être une affaire judiciaire, dit Copé. Pour désigner aussi clairement Nicolas Sarkozy, Jean-François Copé dispose de quelques munitions. Déjà, il y a la longue enquête du juge Serge Touraine qui vient étayer sa position, cette année après les premières révélations dans la presse. Et puis, je te laisse continuer. Souvenons-nous des circonstances de l'époque.
D'abord, l'hebdomadaire Le Point qui titre en février 2014 l'affaire Copé. Question d'un pactole mis de côté par les copéistes sur le dos des sarkozystes, avec François Fillon à l'affût en accusateur de l'ombre et arbitre des élégances. Tu peux descendre un peu? Ouais. Tout cela sent la mauvaise manipulation, mais très vite une enquête de Libération montre qu'il s'agit avant tout d'une affaire de financement politique occulte, basée sur des fausses factures, celles des principaux prestataires, Big Malion et sa filiale Event Company. Des meetings grandioses du candidat Sarkozy au coût faramineux, minoré à 10 cents. Il n'y avait plus d'argent dans la campagne. Le plafond des dépenses autorisées menaçait d'exploser. L'UMP a donc amené les millions. Le parti était pourtant aux abois, en échange de fausses conventions créées pour habiller le système. Tout cela dans la plus parfaite illégalité. Qui a ordonné ce stratagème délictueux? Au terme de ces infus. Vas-y. Le juge Touraine a mis hors de cause Jean-François Copé. Tournaire, désolé. Si on peut trouver étonnant que le secrétaire général de l'UMP n'ait pas cherché à comprendre les raisons pour lesquelles son parti se trouvait au bord du défaut de paiement à la fin du mois d'avril 2012, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, force est de constater qu'il n'était ni destinataire des situations budgétaires émises par la direction financière, ni signataire des engagements de dépenses. Écrit ainsi le juge qui a signé en février 2017 l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. Globalement, le cordon sanitaire autour de Copé marchait assez bien, peut-être était-ce volontaire, on n'en sait rien. C'est probable qu'il ait su qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout, mais en tout cas, c'était pas pour lui, et s'il a su s'en éloigner, il a su bien le faire suffisamment pour que la justice ne puisse pas lui reprocher. Guillaume dans le chat qui nous dit moi j'en ai pas un sentiment antipathique de Copé, mais j'ai eu toujours l'impression qu'il était un peu nounouille, beaucoup moins que Wauquiez tout de même. J'ai pas trop cette impression, je le vois plus en mode petit mec aux dents longues de l'UMP, mais pas, je sais pas, il a avec un petit côté marrant, peut-être en effet de savoir jouer au con au bon moment ou ce genre de choses, ou peut-être aussi qu'il a pas eu de responsabilité suffisamment, enfin, il a eu des responsabilités suffisamment importantes pour faire du mal en vrai, Copé, mais par rapport à Sarkozy ou par rapport à Darmanin, disons que on peut plus facilement s'en moquer, et puis le côté loser, je pense, le rend un petit peu sympathique, quoi, je trouve. Très bien dit, savoir. Autre élément d'importance, le maire de Meaux a été... Donc le maire de Meaux n'a été mis en cause par aucune des personnes poursuivies dans le dossier. C'est important, il n'y a pas un seul témoin qui dit Jérôme Lavrieux, son directeur de cabinet, seul à avoir admis les faits, a toujours affirmé ne pas l'avoir avisé, estimant qu'il était de son devoir d'assumer cette responsabilité sans faire intervenir ni le candidat ni le parti. Certes, le juge relève que le comportement de M. Copé au moment de la révélation des faits, en mai 2014, peut apparaître surprenant puisqu'il se serait contenté d'une information minimale sans même chercher à se renseigner précisément auprès de Franck Attal et Jérôme Lavrieux sur l'identité des commanditaires et participants à la fraude. Jouer au con au bon moment, quoi. Mais selon lui, ceci ne saurait pour autant constituer l'indice d'une complicité ou d'une coaction. Et alors donc, la grande question que les sarkozystes enragent, où est passé l'argent? Parce qu'il y a bien de l'argent qui a disparu, paraît-il. Et donc, comment Copé peut-il être absous d'un trait de plume? Il compte bien, lors du procès, glisser quelques attaques. Au cours de l'instruction déjà, tant Sarkozy que son ex-directeur de campagne, Guillaume Lambert, ou les représentants de l'ex-UMP, parti civil, ont tenté d'aiguiller les enquêteurs sur les pistes de l'enrichissement personnel des dirigeants de Big Malion et de leur protecteur supposé, Jean-François Copé. Lis-nous ce qu'a déclaré M. Lambert, David. Je m'interroge sur la motivation et le but de ce système de fausse facturation, a ainsi déclaré M. Lambert. À la lecture du dossier, rien n'établit qu'il soit en lien, comme le prétendent M. Attal et les dirigeants de Big Malion, avec les prestations réelles ayant trait à la campagne présidentielle. J'estime que ce qui a pu fonder ces actes frauduleux peut tout à fait être autre chose que la campagne présidentielle, et en particulier la recherche dans l'intérêt personnel, d'un intérêt personnel de la part des gens qui ont profité de ce système et en ont perçu les revenus, c'est-à-dire les gens d'Event et de Big Malion. L'explication d'un système mis en place à raison de la campagne ne me semble pas fondée. Bon, défense sarkozyste, je te laisse aller. Voilà. Au cours de l'enquête, Nicolas Sarkozy a tenu un discours similaire.
Je continue à me demander où est passé l'argent, s'est-il interrogé. Si on regarde mes comptes de campagne en 2012, le prix global et le prix moyen des meetings sont parfaitement en ligne avec le prix moyen et le prix global des meetings de Monsieur Hollande. Putain, je vais regarder. Facialement parlant, il n'y a pas d'anomalie. Et pour que les choses soient bien claires, l'ancien président précise: où est passé cet argent? J'affirme qu'il n'est pas passé dans ma campagne. Ces fausses factures et ces fausses conventions ne se passent pas entre ma campagne et Event, mais entre Event et l'UMP. En clair, entre le dirigeant de Big Malion et leur ami Jean-François Copé. Donc, on va commenter un peu les fameux meetings de Sarkozy pendant la campagne de 2012. Hein. C'est faux ce que dit Sarkozy là, mais la force de Sarkozy, c'est de pouvoir affirmer des trucs complètement faux avec une énorme confiance en lui. Il a fait plus de meetings. Donc pourquoi est-ce que le prix... et ces meetings ont coûté un pognon fou parce que Sarkozy est un fan d'Amérique. Sarkozy veut des meetings qui pètent leur race. Il a commandé les écrans géants sur mesure les plus grands pour ces meetings. Il commandait tellement de drapeaux français pour que ce soit joli pendant que les caméras passent. À un moment, pendant sa campagne, il a mis en rupture de stock la France, tous les drapeaux français trouvables en France. Il les avait tous achetés pour sa campagne. Il y a eu plusieurs mois de rupture de stock. Il avait une obsession d'avoir de l'image de ouf. Donc, il est allé débaucher à la dernière minute les consultants télévisés les plus chers pour que l'image de ces meetings, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui qui traverse la foule avec une musique ultra héroïque, avec la caméra grue qui passe au-dessus. Je me souviens bien des grues, entre autres, qui faisaient ces images qui étaient assez magnifiques, en fait, mais qui ne sont pas du tout habituelles pour les meetings politiques. Et, Aussi, autre détail important, voilà, donc l'image était magnifique, ils avaient des super réalisateurs. La musique, il l'avait commandée à un mec connu qui fait des musiques de télé qu'il aime bien. La facture était sortie dans le complément d'enquête sur France 2. La facture était très salée. Il y a un truc en fait pour les meetings politiques, pour ce que font les partis politiques, c'est quand ils font un meeting, ils font venir un maximum de volontaires pour encadrer, pour diriger les gens, pour faire rentrer et sortir les gens, pour chauffer les salles. Sarkozy s'est pris à la toute dernière seconde en fait pour faire tous ces meetings. Du coup, il n'avait pas de réserve de volontaires pour faire ce genre de choses. Donc pour tous ces meetings, il était forcé d'engager des gens, des travailleurs à la journée pour faire tout ça. Ça coûte une fortune parce que on est en France, tu es forcé de payer au moins au SMIC, tu es forcé de payer des cotisations sociales. D'habitude, les partis politiques prennent des volontaires qui ne payent pas, ils leur offrent le déjeuner et c'est marre, ça passe. Dernier truc, au fait, sur le fait qu'il s'est pris à la dernière seconde, les salles capables de recevoir des meetings pour juste avant une campagne présidentielle, elles sont louées très 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 longtemps à l'avance. Lui, il s'y est pris à la dernière seconde, donc il a payé plein pot des salles énormes. Et dernier détail, il était obsédé par l'idée de meeting. Il avait commencé un planning avec 5 grands meetings, et en fait, au fur et à mesure, il s'est mis à en rajouter. Forcément, le budget a explosé. Ouais. Et il y a eu un moment, je sais qu'ils se sont fait construire le plus grand écran géant sur mesure disponible au monde à ce moment-là. Je vois Guillaume. Ça aussi, c'est... Je vois Guillaume dans le chat qui... Oui, désolé Guillaume, qui dit, pour le coup en plus, c'était réussi vu que les images étaient canon, grand angle incroyable, etc. Et en plus, les images étaient superbes. Hein. À chaque détail de cette campagne, il faut se rappeler qu'au final, il a perdu. Et c'était aussi ça le contexte. C'est-à-dire que ces meetings, a priori, Sarkozy était persuadé qu'il était capable d'inverser la situation. Et son moyen d'inverser... son moyen d'inverser la situation, c'était ça. Et il se disait sûrement que, là je me gourre peut-être, hein, mais au pire, ok, ça se verrait qu'il avait dépassé le plafond, mais il ne pourrait pas annuler l'élection comme ça. Le Conseil constitutionnel se retrouverait dans la même situation qu'en 95, à ne pas pouvoir annuler l'élection de Chirac parce qu'on ne pouvait pas rejouer l'élection.
Et aussi, c'est un peu la stratégie de Sarko. C'était un problème pour demain. Le problème d'aujourd'hui, c'était de gagner. Et comme il l'a dit à pas mal de témoins après, il est encore persuadé qu'il était à 3 meetings de gagner. Hmm. Donc, alors, Je crois continuons. qu'on est sur la zone Ah oui, rouge. pardon, dernier détail, c'est Ouais. vraiment, oui, c'est vraiment du coup de mauvaise foi quand on voit ces meetings ultra décadents, pharaoniques, tout ça, de comparer le prix des meetings de Hollande qui faisait des trucs assez ordinaires et raisonnables pour un homme politique. Mais donc oui, la zone rouge, David. Ouais. Malheureusement pour les sarkozystes, les multiples et méticuleuses vérifications entreprises par les enquêteurs ont balayé ces soupçons. Dommage. Une expertise comptable a permis Hmm. de retracer quasiment au centime près la destination des fonds litigieux. Ceci semble bien avoir servi à camoufler l'explosion des dépenses de la campagne du candidat Sarkozy et non à constituer un trésor de guerre copéiste. Quant aux bénéfices engrangés par la filiale Big Malion, là encore, les comptables mandatés par les juges n'ont rien retrouvé de suspect. Sur la comparaison de la marge brute réalisée par Yvonne Tessy avec d'autres sociétés à l'activité comparable, note le juge Tournaire et non pas Touraine, l'expert indiquait que dans le secteur des agences événementielles, des sources professionnelles faisaient état de taux de marge brute couramment pratiqués de 25 à 35%, alors que la marge brute de Big Malion était de 27,6% sur la période. Donc, normal, quoi. Bah, voilà, voilà, ils n'étaient pas en train de vider les comptes ou de se faire. Enfin, c'est à peu près comme ça qu'a besoin le genre de marge dont a besoin une société comme ça pour fonctionner. Si les faits semblent têtus, les adversaires de Jean-François Copé, notamment les sarkozystes, le sont tout autant. Eux maintiennent leur version d'un enrichissement des copéistes, continuant de distiller les sous-entendus sur les liens supposés unir Jérôme Lavrieux et Bastien Millot. Cette proximité notoire n'a jamais été dissimulée par les intéressés et a été prise en compte dès le départ comme une donnée de l'enquête, rappelle le juge Tournaire. Guillaume nous dit, je confirme pour la marge de ce type de prestation, c'est même un peu bas. Enfin, genre la En même marge temps, de. Ouais. vu la quantité de trucs, voilà, vu la quantité de trucs qu'ils organisaient pour l'UMP sur un temps réduit, je pense qu'ils pouvaient réduire très légèrement leur marge, faire des économies d'échelle. Ouais, ils pouvaient leur faire un prix de gros, quoi. Même si sûrement que, enfin, comme ils disent eux-mêmes, que l'urgence faisait. Oui, non, que mais ça on est sur coûtait, quelque chose d'honnête, quoi. Le- Oui, mais pas au niveau de Big Malion, c'était au niveau des prestataires qui Oui, coûtaient bien une sûr, méga blinde. mais en même temps, c'est, c'était la chaîne logistique. Enfin, de ce que je comprends, enfin, c'était Oui, oui, l'UMP payait Big Malion qui payait les prestataires, non c'est ça. C'est ça. Et au bout d'un. En fait, le moment de panique au milieu de la campagne, ça a été quand il commençait à plus avoir d'argent pour payer les prestataires, qu'il y avait des risques que les prestataires cessent de fournir des prestations. C'est pour ça qu'ils ont fait le système. Et donc, L'ancien président. est-ce que Ouais. Sarkozy est-il en danger? Oui, vas-y. L'ancien président de la République peut encore espérer une relaxe si l'audience se passe bien, s'il parvient à instiller le doute dans l'esprit des juges. Il a quelques atouts dans son ordonnance de renvoi devant le tribunal. Si M. Tournaire assure que l'ancien président a incontestablement bénéficié des fraudes révélées par l'enquête qui lui ont permis de disposer lors de sa campagne de 2012 de moyens bien supérieurs à ce que la loi autorisait, le juge reconnaît à propos des malversations mises à jour que l'enquête n'a pas établi que Nicolas Sarkozy les avait ordonnées, ni qu'il avait participé, ni même qu'il en avait été informé. Un petit peu la même chose que Copé, quelque part, cordon sanitaire dans les deux cas, si ce n'est qu'il y a quand même une différence importante. Sauf qu'il y en a un qui en a bénéficié. Exactement. Voilà. Ce qui du coup, bon, après il y a peut-être, la défense de Sarko dans les multiples affaires dans lesquelles il est impliqué, ça revient toujours au final. Il y a eu un complot autour de moi complètement à l'insu de mon plein gré pour me faire gagner, pour me donner de l'argent, pour me mettre dans une situation avantageuse, mais je n'en savais rien. Oh, je suis choqué par ces gens indignes qui ont abusé de moi. Ça a marché pour Balladur, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas faux. Je te propose de continuer si tu veux. Ouais, continue. Il faudrait descendre. Non, on l'a pas lu encore. De ce fait, M. Sarkozy n'est, excuse-moi, de ce fait, M. Sarkozy n'est pas poursuivi, contrairement aux 13 autres mises en examen, pour les infractions de usage de faux, recel d'abus de confiance ou escroquerie. En revanche, le juge Tournaire considère que le délit de financement illégal de campagne électorale constituait à son égard.
De son point de vue, les dérapages financiers proprement dits, qui sont distincts des manœuvres destinées à les dissimuler, sont bien la conséquence directe des décisions prises par le candidat. C'est bien le candidat et son équipe restreinte qui ont fait le choix d'axer la campagne sur des meetings spectaculaires et dispendieux et d'en confier l'organisation à des agents spécialisés. Euh, Salut le glaireux. Coucou. Et oui, il a bien appris des erreurs de Pasqua. Ouais, coucou Jean, je pense. Ouais, enfin, il a aussi pas mal appris des erreurs, ou pas forcément que des erreurs, mais du parcours de Balladur, quoi, et de ce qu'il a fait auprès de Balladur, dans la mesure où, je sais pas si on peut dire que Pasqua s'est retrouvé exactement dans la même situation, mais en tout cas, il a appris auprès des deux, hein. Enfin, il a été proche de l'un comme de l'autre. Et il a même appris auprès de Chirac. C'est vrai. Voilà. On veut oublier ça, on essaye de garder Vas-y. une image d'un Chirac corrompu, mais différemment. L'ancien chef de l'État... Mais débonnaire. Voilà, exactement. A-t-il été tenu au courant, savait-il, dès début mars 2012, alors que sa campagne démarrait à peine, que les dépenses budgétées menaçaient déjà de percer le plafond autorisé? A-t-il, malgré cela, poussé les feux de campagne, tenant au final 44 meetings? Je lui ai indiqué l'alerte transmise. Il m'a dit « Très bien », a révélé Guillaume Lambert le 26 avril 2012. Oui. Bon, il a aussi reçu une deuxième note, je ne l'ai pas mis, mais adressée directement à lui, encore plus alarmante, et dont Lambert lui a passé la lecture, affirmera. Il n'en démordra pas devant le tribunal, comme il l'a confié donc à cette très bonne émission Complément d'enquête sur France 2. Je te propose de temps. Oui, Guillaume Vendée, au début, justement, Sarkozy ne prévoyait pas autant de meetings, mais il a fait que en rajouter. Et il avait prévu des meetings très très chers dès le début, donc plus il en rajoute, le juge considère qu'il devait se rendre compte et qu'il a été prévenu que les dépenses, dérapaient. Je sais pas, c'est étrange un candidat qui se préoccupe pas du tout de ce genre de choses. Enfin, j'ai du mal à pouvoir imaginer Sarkozy en mode je fais les surtout meetings un mec qui a fait autant de campagne. Ouais, voilà. Je te propose de tester. Non, je fais les meetings que je veux. Ouais. Je te propose de tester juste un truc, parce que tu as un décalage son et à mon avis il vient de Discord, pas de moi. Est-ce que tu peux juste essayer de raccrocher et redécrocher sur Discord pour voir si ça répare le truc, parce que si ça se trouve c'est pour ça que nos passages de parole sont un peu violents à certains moments. Alors Adrien va revenir d'une seconde à l'autre, il faut que je le remette en plein écran. Rebonjour. J'ai l'impression que c'est beaucoup mieux. J'ai l'impression que c'est mieux. Ouais, je t'entends en temps réel. On en était où? Parfait. Du coup, c'était assez simple à résoudre. Désolé, j'aurais dû y penser plus tôt. Le Discord qui nous fait de la merde de temps en temps. Régulièrement. Du coup, je devrais moins t'interrompre quand tu parles, vu que je vais t'avoir... Et donc, comme dit Guillaume Vendée, j'imagine qu'au début, tu prévois un budget de campagne au max de ce que tu peux faire rembourser. Alors forcément, si tu fais plus en cours de route, ça dépasse. Et je pense que c'est exactement ça. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je propose qu'on passe à l'article suivant. Et l'article suivant... Il reste plus rien dans le... je regarde, mais il me semble que c'est terminé. Je pense qu'on peut enchaîner. De toute façon, on va faire Alors du coup, on va se tourner vers un deuxième, des prévenus. Guillaume Vendée nous demande quand est le jugement final de cette histoire. On a encore 1 ou 2 semaines de procès. On peut attendre quelques mois le jugement parce que c'est quand même pas simple. Mais donc, on va parler de Bastien Millot, le patron de la société, qui du coup est extrêmement complice de tout ça, même si il nie avoir eu connaissance de la moindre ventilation d'argent dans l'affaire Big Malion. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est l'un des patrons, non? Ils étaient plusieurs. Je sais pas si tu me... Je crois que c'était le patron de la boîte. Je pense que ça va être précisé de mémoire.
Ok. Du coup, tu commences si tu veux. Depuis 3 jours, l'ancien patron de Big Malion assiste en silence aux aveux répétés, circonstanciés, croisés de ceux qui furent ses plus proches associés et collaborateurs. Tous ont reconnu avoir été informés à la mi-2012, à la demande de l'équipe de campagne de Nicolas Sarkozy, consistant à facturer frauduleusement à l'UMP, devenu Les Républicains, les frais de meeting du candidat afin de dissimuler le dépassement du plafond légal des dépenses de campagne. Tous ont admis s'y être pliés avec le feu vert de Bastien Millot et la conscience qu'ils entraient ainsi dans l'illégalité. Tous, sauf lui. Et du coup, l'article va nous raconter la journée où il a été appelé à témoigner. Et c'est parti, pour 3 heures de déroute à la barre. Il maintient ce qu'il a soutenu tout au long de l'instruction. Il n'a jamais entendu parler de système de ventilation et n'a jamais vu aucune facture. C'est les patrons, vous savez, les factures, ils ne connaissent pas. Donc, il ne reconnaît aucune des infractions qui lui ont valu de venir comparaître à la barre. Donc, début 2012, l'avenir sourit à Bastien Millot. Son groupe de conseil en communication et sa filiale sont bien introduits auprès de l'UMP, dont ils assurent les principaux événements. Un choix qui doit tout au lien d'amitié que lui et le nouveau secrétaire général du parti, Jean-François Copé, entretiennent depuis des années. Donc il y en a un qui a été assistant parlementaire, directeur de cabinet à la mairie de Meaux, enfin vous voyez, des liens de frères. Donc vas-y David. La vie politique est décidément bien faite. En janvier 2012, l'ami Jérôme Lavrieux cumule ses fonctions auprès de Jean-François Copé avec celle de directeur adjoint de la campagne de Nicolas Sarkozy. C'est donc tout naturellement qu'il choisit Big Malion pour organiser les futurs meetings électoraux du président candidat. De la fabuleuse aubaine que représente une campagne présidentielle pour son groupe, Bastien Millot affirme pourtant avoir voulu dès le départ se tenir à l'écart. Je me souviens très bien que je dis tout de suite que je ne veux en aucune manière m'occuper de cette campagne. À l'en croire, Nicolas Sarkozy nourrissait alors une rancune tenace à son égard, puisée dans ses affres conjugales passées avec son ex-épouse Cécilia. En 2 mots, il aurait soupçonné, à tort, Bastien Millot d'être à l'origine de la diffusion des photos de l'ex-première dame avec son nouveau compagnon. Il me semble que c'était dans un Paris Match que Nicolas Sarkozy avait très mal pris. Pour les vacances de Cécilia et Dove Atia, il me semble. Athias, j'ai plus son prénom d'Athias. Mais Bon, j'ai oublié le nom du nouveau mec de Cécilia Sarkozy. Mais bon. Et donc, vas-y. Et donc, voilà. Là, il essaye de parler longtemps de ses affres, des problèmes de couple de Sarkozy, mais néanmoins, la présidente le ramène au dossier. Vas-y, David, je te laisse la main. Comme d'habitude, dès qu'il s'agit de questions politiques, je vais voir Bastien Millot et je lui donne l'information. Il me dit « on y va ». Je suis surpris par son absence de surprise et par la rapidité de la décision, avait dit la veille Sébastien Borivant. Bastien Millot a évidemment suivi tout le process de ventilation des factures. On s'est parlé 25 fois de cette affaire entre mars 2012 et mars 2014, avait confirmé Guy Alves. 2 personnes qui l'accusent déjà. Devant le juge d'instruction, Bastien Millot avait toujours soutenu n'avoir aucun souvenir de tels échanges. À la barre du tribunal, la mémoire lui revient soudainement. Il a bien eu, dit-il, une discussion avec Sébastien Borivant qui portait sur un point précis, le mécontentement des sous-traitants qui se plaignaient de ne pas être payés. Enfin, rien d'inquiétant finalement. Et donc, la présidente Caroline Viguier s'étonne. Donc là, tout d'un coup, en 2021, vous avez le souvenir d'un point précis. J'ai relu des notes. Bredouille le prévenu. Tandis que dans le chat, Guillaume nous dit que c'est Richard Athias, en effet, le mari de Cécilia. Athias, d'ailleurs. Au patron ignorant tout, voilà. La présidente rappelle qu'il a déjà été condamné dans 2 autres affaires. 2 autres affaires dont le dénominateur en commun était quoi, Adrien ? Eh ben, des affaires de fausses factures. Mais, attention, ce n'est pas parce qu'il a été condamné 2 fois pour fausse facture qu'il est forcément coupable de cette affaire de fausse facture. Ce serait du... Par contre, en étant... Mais néanmoins, ça colore un peu. Oui, en étant condamné 2 fois pour ça... Néanmoins, t'imaginerais qu'il s'occuperait un minimum... Tu commences à être au courant quand Voilà.
Ouais, de s'assurer qu'il n'y ait pas de fausses factures chez lui. Je sais pas, ou qu'il sache reconnaître les signes qu'il commence à y avoir des fausses factures. Et la présidente lui demande: Monsieur Millot, quelle est votre hypothèse? Ce système a-t-il existé? Aurait-il été mis en place en dehors de vous? Et par qui? Donc, vas-y, David. Le prévenu s'enferre dans une tirade pleine de sous-entendus dont il faudrait comprendre que ses anciens collaborateurs ont été pris en otage dans une sorte de complot politique visant ses liens d'amitié avec Jean-François Copé. Puis, saisi d'une soudaine violence contre son ex-mentor, il l'accuse de lâcheté. Jean-François Copé, c'est le degré zéro de la responsabilité, dit-il. Ça, c'est de la bonne défense, hein. Franchement, là, le mec, il est innocent, c'est sûr. Le procureur Nicolas Bayetto prend le relais. Quel intérêt aurait-il à vous mettre en cause? Je n'ai pas de réponse. Alors, c'est une absence, enfin, c'est une mauvaise défense. Ceci étant dit, ça va quand même un petit peu dans le sens où s'il n'y a pas eu d'enrichissement personnel de Copé, sans doute peut-être y a-t-il eu un ordre de sa part aussi en mode oui, bah ok, détourner de l'argent, enfin, ventiler les factures pour la campagne de Sarkozy. Euh, Donc on termine par une citation de l'avocate Caroline Joly de Sébastien Borivan. On vous sent très calme. Ça vous met pas dans une fureur noire d'être impliqué par vos amis? Le prévenu en perdition lui répond: j'ai tendance à voir le bon côté des gens. Bon, c'est mignon. Non, je veux dire, là, il m'accuse d'un truc que j'affirme ne pas avoir commis, mais vous savez, c'est des gens super sympas. Il y en a un, il fait un cassoulet, mais d'enfer. Je vois que le bon côté des gens. Ouais, et ben, du coup, le dernier article de cette affaire, pour la soirée, un fusible de l'affaire, Fabienne Liadze, une femme très très seule dans le bourbier de l'UMP. Ah, c'est vraiment un bon pote. Alors, donc, c'est Jean dans le chat. Ouais, tout à fait. Jean. Ouais. Oui. Il se concentre surtout sur le. Donc, c'est l'ancienne directrice financière du parti qui, plus visiblement, n'a pas de bol, mais peut-être qu'elle cache des choses. Hein. On ne sait plus trop quoi penser de Fabienne Liadze. Au départ, l'ancienne directrice des ressources de l'UMP, devenue les Républicains, bénéficiait d'un a priori favorable. Seule femme parmi les 14 prévenus, ancienne membre de l'équipe administrative du parti, elle présentait le profil du fusible idéal dans le monde masculin et brutal du pouvoir politique. Évidemment, il y a de cela. Licenciée du parti en 2014 pour faute grave, après la révélation dans la presse de l'affaire des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy, Fabienne Liadze est renvoyée devant le tribunal correctionnel pour usage de faux, abus de confiance, complicité de financement illégal de campagne électorale et complicité d'escroquerie. Ça fait quand même beaucoup. Il lui a été reproché d'avoir été l'opérationnel du système de fausse facturation qui a permis de maquiller les dépenses de meeting du président candidat en frais de convention plus ou moins fictifs dans la trésorerie du parti. Donc, c'est vraiment elle qui s'est retrouvée à signer les fausses factures. Lorsque, en 2010, Jean-François Copé devient secrétaire général de l'UMP, Fabienne Liadze s'attend à être remerciée en vertu de la loi implicite selon laquelle chaque nouveau dirigeant écarte l'équipe de son prédécesseur pour installer la sienne. Elle n'occupe ses fonctions d'adjointe à la direction des ressources humaines du parti que depuis quelques mois et doit son embauche à Xavier Bertrand, qui était à l'époque le président de l'UMP. Le couperet tombe en effet non pas sur elle, mais sur sa supérieure hiérarchique de l'époque. Fabienne Liadze est promue à sa place. Dès le départ, ce n'est un secret pour personne que je ne suis pas une financière, dit-elle. Donc, ils ont nommé quelqu'un qui ne connaissait pas la finance à ce poste clé, peut-être pour lui faire avaler des couleuvres, je ne sais pas. Ouais, je sais vraiment pas pourquoi, enfin de la manière dont c'est raconté, et sachant que moi je la découvre avec l'article, hein, Fabienne Liadze, je pense que c'est pareil pour toi, oui. C'est pas quelqu'un de premier plan. J'ai pas d'hypothèse sur le fait de pourquoi est-ce que... c'est pourtant le rôle qui lui est dévolu, alors que se profile à l'horizon une élection présidentielle et des législatives. Mais Fabienne Liadze s'en rassurer, le parti a un trésorier national, Dominique Dor, des experts comptables, un avocat et toute une équipe qui connaît la loi sur le finissement des campagnes électorales et saura le faire respecter. En plus, elle a aussi une hiérarchie multiple, plusieurs personnes qui sont son supérieur direct. Voilà. Donc, y avait pas c'est pas parce qu'elle connaissait pas les finances qu'il y avait un problème. Donc, David, je te confie.
Pendant la campagne de 2012, ses fonctions de directrice financière de l'UMP la conduisent à assister à de nombreuses réunions avec l'équipe de campagne du candidat. Elle est aux premières loges lorsque les tensions apparaissent sur le montant jugé excessif des factures d'Event SI, la filiale de Big Malion chargée d'organiser les réunions publiques du président candidat. Event, c'est important parce que c'est le prestataire du patron, Jean-François Copé, pour des frais de traiteur à 500 €. Je me fais convoquer par Eric Césari parce qu'il trouve ça trop cher. Mais pour les millions d'events, c'est Jérôme Lavrieux, dit-elle, pas elle, quoi. En mars 2012... Et donc... Bon, quand les clignotants sur le dépassement de plafond de dépenses électorales s'allument au rouge, que Jérôme Lavrieux, avec sa double casquette, donc directeur de cabinet de JF Copé et directeur adjoint de l'équipe de campagne de Sarkozy, transmet la consigne de facturer l'UMP en lieu et place des comptes de candidats, Fabienne Biadzé est dans la boucle. Sa signature figure aux côtés de celle des autres prévenus sur les documents d'engagement de dépenses. 3 millions par-ci, 6 millions par-là, attribués au règlement de convention de l'UMP. Je me conforme aux instructions, répète en boucle Fabienne Biadzé, qui affirme avoir toujours ignoré le caractère fictif de cette facturation. À la sortie d'une réunion, Jérôme Lavrieux, Fabienne me dit « Fabienne, c'est OK pour moi les conventions event. J'applique un ordre qui n'est pas illégal. » Et c'est vous qui le dites, nuance la présidente. Vas-y David. Ouais. Car malheureusement pour Fabienne Biadzé, la première semaine de ce procès a un peu écorné son image de petit rouage ignorant tout de la grande lessiveuse des comptes de campagne qu'elle voudrait s'attribuer. Franck Attal... Donc là, on relève les dépositions des 4 personnes qui sont passées avant, voilà. Vas-y. Le monsieur Meeting d'Event a clairement expliqué que Fabienne Biadzé était devenue son interlocutrice privilégiée à l'UMP pour mettre en place le système de ventilation des factures. C'est trop mignon, ventilation, pour... Ah oui. Factures. C'est elle qui lui a transmis une liste de conventions UMP à surfacturer. Et ça, c'est assez... c'est assez... ça la met pas mal dans la sauce, quoi, le fait d'avoir elle-même listé les conventions. C'est elle qui a spécifiquement trouvé l'endroit où on pouvait piquer du pognon. Même aussi Lavrieux, du coup, qui a toujours reconnu avoir été l'un des ordonnateurs de la fausse facturation et dont l'interrogatoire, au fond, est prévu pour le 3 juin, assure lui aussi que Liadzé savait. L'intervention de Jérôme Lavrieux l'a fait sortir de ses gonds. « Moi, Fabienne, j'ai pas le pouvoir de dire ça en fait pas !» Mais voilà. Par la température qu'il fait, vous êtes cruel de nous parler de ventilation, dit Le Glaireux dans le chat. Ouais, ça joue un peu. Je suis sûr que c'est pour ça que Discord fonctionne mal. Tout ça, il a trop chaud. Il décale un petit peu le son. Voilà, du coup, c'était un petit peu le tour sur Big Bang. Bilan de ça. Ouais. C'est à peu près certain qu'elle savait, qu'elle est complice. Je suis aussi à peu près certain qu'elle pensait qu'elle n'avait pas le choix. Ceci dit, elle aurait tout à fait pu et dû démissionner à partir du moment où tu commences à sentir que ça va pas bien, quoi. Personne ne lui tenait un couteau sous la gorge pour l'obliger à faire du détournement de fonds et du financement illégal de campagne électorale. Moi, ce que je trouve qui est assez marrant, c'est que quand Copé explique que il se gausse de tous ces gens qui espèrent être nommés ministres par Nicolas Sarkozy et qui, du coup, lui mangent dans la main de nos jours. Mais bon, si Copé a sans doute... accepter ou fermer les yeux là-dessus à cette époque, si c'est effectivement ce qu'il a fait, c'est sans doute pour exactement les mêmes raisons, en fait. Oui. Enfin, disons que lui, les mêmes raisons plus pour laisser sa signature traîner quelque part. Oui, tout à fait. Copé de mauvaise foi, pas le pire pour moi, pour niveau mauvaise foi, mais oui. Copé, c'est assez marrant. Tout à fait. La différence Sarkozy entre, est bien pire. Hein. Ouais, entre Copé qui espérait être un candidat à la présidentielle sérieux et qui était encore dans le game, on va dire, et Copé complètement grillé. Chocolat. Qui est beau, oui, Copé époque pain au chocolat, et Copé complètement grillé, qui est quand même
pas mal plus sympathique en parlant de manière un petit peu plus directe ce genre de choses. Bon, c'est peut-être le côté loser qui me le rend plus sympa. Enfin, politiquement parlant, il représente pas grand-chose. On aime toujours un loser sympathique. Ouais. Donc